Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Aujourd'hui, nous vous proposons la traversée d'une région frontalière somptueuse que deux pays, la France et l'Allemagne, n'ont cessé de convoiter. Et pour tenir tête à ces deux prétendants, l'Alsace s'est dotée de magnifiques atours. Ce sont des cités pittoresques que surplombent majestueusement les vestiges de châteaux seigneuriaux. Et également des roches mystérieuses aux vertus magnétiques. On va faire le plein d'énergie alors. C'est parti. C'est parti. L'Alsace offre de superbes quartiers bordés de canaux et de cathédrales de grès au beffroi sonore. Tandis que son histoire militaire permet de plonger dans les tranchées de la Grande Guerre et de s'enfoncer dans les entrailles de la ligne Maginot. C'est quand même impressionnant ce dédale de couloirs. L'Alsace, c'est le pays des cigognes et des spätzle, les pâtes traditionnelles. Il y a tout là, Ouais, c'est un peu la mémoire de l'Alsace, un peu tout, c'est vrai. dans l'assiette. C'est aussi des hommes et des paysages surprenants où la forêt peut même se donner des airs d'Amazonie. On a du mal à croire qu'on est à 5 km de Strasbourg, là. C'est vraiment un coin magnifique où je peux me ressourcer. Eh ben, je te comprends bien. Notre voyage en Alsace débute dans la ville qui en constitue le cœur, Strasbourg. La capitale de l'Alsace est une splendeur inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ses ponts, ses places, ses maisons et ses canaux témoignent d'un riche passé historique. C'est la ville natale d'Adeline Beck. Dans un bâtiment étonnant, cette jeune femme dirige le musée vaudou de Strasbourg, consacré aux arts et aux croyances venues d'Afrique. J'ai beaucoup voyagé, j'ai habité à Lima, j'ai découvert l'Afrique, l'Amérique latine, mais mon cœur est resté à Strasbourg, ma ville, parce qu'on sait il y est tradition, patrimoine et modernité. On est aussi capitale européenne et on a une vie culturelle très dynamique. En premier lieu, Adeline souhaite nous faire découvrir la cathédrale, le bijou architectural de Strasbourg. Avec sa flèche qui culmine à 142 mètres, elle a été jusqu'au XIXe siècle le plus haut bâtiment religieux d'Europe. Victor Hugo a dit qu'elle était un prodige du gigantesque et du délicat. Pas étonnant que les touristes soient si nombreux à venir s'y recueillir ou simplement se détendre sur le parvis pour contempler sa façade de grès rose. Cette cathédrale gothique accueille chaque année plus de 8 millions de touristes venus du monde entier. Adeline a donné rendez-vous à André Veuglé, un artisan campanaire. Dis-moi, les cloches qu'on entend là, tu les connais bien, je crois? Tout à fait, tout à fait. Ça fait très longtemps que ma famille s'occupe de la maintenance et de la réparation de ces cloches. Et j'en ai même fabriqué pour la cathédrale. Ça me dirait bien d'aller voir le beffroi, on peut y aller? Allons-y. Situé au-dessus de la galerie des apôtres, entre les deux tours de la façade, le beffroi abrite 10 des 16 cloches de la cathédrale. Visiter le beffroi est un privilège rarement accordé. C'est le seul trésor de la cathédrale qui soit encore inaccessible au public. Alors voilà, là, on entre dans le beffroi, tu vois. C'est cette énorme structure en poutre de chêne qui permet de suspendre les cloches et d'endiguer les poussées
développée par le balancement des cloches. Ah, c'est monumental. Oui. Un ouvrage remarquable qu'on va aller voir de l'intérieur. Donc on a une vieille dame qui a été fondue en 1427, qui pèse autour de 9 tonnes. Les autres cloches sont des instruments qui ont été construits pour être accordés sur ce fameux bourdon. Et on les entend à quel moment, ces cloches? Alors, le bourdon sonne aux très grandes fêtes, Pâques, Noël, les grands événements nationaux. Ici, on a la cloche de 10 heures. C'est une cloche un peu particulière qui date du début du 19e, qui est une cloche de couvre-feu, qui est d'annoncer la fermeture des portes de la ville. C'est une tradition qui était maintenue jusqu'au 19e siècle et qui sonne toujours actuellement. Après, on n'a plus de porte à Strasbourg, mais la cloche sonne tous les soirs à 10 heures. Et puis, on a des cloches qui datent de différentes périodes, notamment la dernière qui est arrivée, c'est celle que j'ai fondue en collaboration avec un moine bénédictin qui date de 2006. Donc là, tu vois, on arrive dans la partie sommitale du beffroi. On voit l'étage supérieur des cloches, leur fixation, leur suspension. C'est impressionnant. Comment c'était installé à l'époque? Alors, dans les cathédrales, il y avait des installations de levage à demeure qui servaient aux tailleurs de pierre, aux charpentiers, etc. Et ici, on ouvrait cette trappe dans l'oculus, on passait un cordage, une chèvre au-dessus, qui permettait donc de monter la pièce depuis le bas de la cathédrale jusqu'à ce niveau-là. C'est titanesque. Voilà. Reste ici, je vais te faire une surprise. Avec la magie de l'électricité, André Veuglé met en branle ce bourdon qui nécessitait autrefois la force de 4 sonneurs accrochés au bras de sonnerie. Le bourdon de la cathédrale résonne de toute sa puissance dans le ciel de la capitale alsacienne, devenue capitale européenne. À présent, Adeline va nous plonger dans les racines médiévales de Strasbourg. Elle nous emmène dans le beau quartier de la Petite France, là où l'Ill, cet affluent du Rhin, se divise en 2 canaux principaux pour enserrer le cœur historique de la cité. Elle navigue en compagnie de Marie-Christine Périllon, une historienne strasbourgeoise. Marie-Christine, là, on entre dans le cœur de la Petite France. Absolument. En ce moment, on est en train de passer sous les ponts couverts. Les ponts couverts qui ont des grosses tours, qui marquent les fortifications. Et on arrive dans cet ancien quartier des meuniers et des tanneurs, qui est celui de la Petite France. Et l'histoire un petit peu de ce quartier? Il a une histoire liée aux meuniers, parce qu'on se servait de la force motrice de l'eau pour faire tourner les moulins. Et il y a aussi une histoire liée aux tanneurs. Pourquoi? Parce que les tanneurs, ils lavaient leur peau dans ce canal, qui à l'époque, c'était toujours aussi joli qu'aujourd'hui, mais ça sentait pas tout à fait pareil. Dans ce quartier, on a des maisons à colombage avec des toits en escalier. Tu peux m'en dire un peu plus? Ah oui, parce que c'est vraiment la particularité de ce quartier. Quand tu regardes les toitures, eh bien, tu vois que dans les toits, il y a des grandes lucarnes. C'est une caractéristique de notre architecture, mais là, elles sont particulièrement échancrées, parce qu'une fois qu'on avait tanné les pots, on les faisait sécher là-haut. Là, on arrive devant une très grande maison. Tu peux m'en parler? Ah oui, elle est magnifique, celle-là, avec ses beaux géraniums aux fenêtres. En fait, c'est une double maison, coiffée par un pignon unique, et elle est vraiment très ancienne. On a pu voir en consultant les bois que ça remontait vraiment au XVe siècle. C'est ce qu'on appelle la maison des tanneurs, et c'est vraiment une de nos plus belles maisons. Et tu sais pourquoi on appelle ce quartier la Petite France? Alors là, je vais te décevoir. C'est pas du tout pour une raison patriotique. Alors je m'explique. Parce qu'il y avait un hôpital qui s'appelait l'hôpital des Français. Et c'était pas n'importe quel hôpital, on y soignait la syphilis. Cette maladie avait été introduite en Alsace par les troupes des mercenaires de Charles VIII, François Ier, lors des guerres d'Italie. Alors nous, à cette époque, c'était au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, à la Renaissance, eh bien, on faisait partie du Saint-Empire romain germanique jusqu'en 1681. Donc nous, c'était pas nous qui avions introduit cette maladie, donc on l'attribuait aux voisins. L'hôpital des Français étant situé dans un quartier alors peu habité,
l'endroit devient par extension le quartier de la Petite France. La Petite France séduit aujourd'hui le visiteur par ses aspects pittoresques. Maisons à colombages, ruelles médiévales étroites, petites places où les restaurants étalent leurs terrasses, bords bucoliques de l'île qui peuvent aussi se révéler défensifs. Ah, en fait, tu voulais m'emmener voir le barrage Vauban? Ah oui, ça, c'est aussi une des choses à voir, hein. Alors ce barrage, c'est pas n'importe lequel, puisque quand on est devenu français, en 1681, eh bien, Louis XIV est venu avec son architecte militaire, Vauban, pour voir si les fortifications de la ville étaient toujours en état. Ça n'a pas dû le convaincre. Donc du coup, il nous en a fait de nouvelles, dont ce barrage. Et ce barrage, il a une particularité, tu sais. On peut baisser les portes en fer qui sont sous les arches. Et dans ce cas-là, si l'ennemi se pointe, eh ben, on peut inonder tout le front sud de la ville. C'est pas la politique de la terre brûlée, mais de la terre inondée. Ce barrage fut utilisé lors du siège de Strasbourg en 1870, provoquant ainsi l'inondation des quartiers qui se situaient en amont. C'est aujourd'hui un lieu de promenade pour admirer les ponts couverts et le magnifique panorama sur la ville. À quelques kilomètres de Strasbourg, se déploie une luxuriante forêt délimitée par le Rhin et la digue des Hautes-Eaux. C'est la réserve naturelle de l'île de Rorschelene. Ici, on protège et restaure l'écosystème de la forêt alluviale, une forêt inondable ou partiellement inondée. Adeline navigue au milieu de cet entrelac de plantes et de lianes, accompagnée de Frédéric Longchamp. Le conservateur de la réserve veille comme un médecin sur ce poumon naturel de plus de 300 hectares. Dis donc, on dirait presque qu'on est en Amazonie ici. Alors oui, parce que les forêts alluviales, en fait, on les compare souvent aux forêts amazoniennes. Parce que c'est des forêts qui sont luxuriantes, où on a l'eau qui est prédominante, et on a cette ambiance un petit peu particulière avec une humidité forte, un peu étouffante, qui donne cette ambiance un peu d'Amazonie. Les forêts alluviales jouent un rôle majeur dans l'épuration naturelle de l'eau et de l'air. Elles offrent aussi un habitat à de nombreuses espèces végétales et animales. Vous avez beaucoup de faune ici? Alors oui, la particularité des forêts alluviales, c'est qu'en fait, comme elles sont assez denses, on a toute une panelle de milieux qui s'imbriquent les uns dans les autres, où les oiseaux peuvent nidifier. Et en fait, on a tout un panel d'oiseaux qui sont présents, dont, comme on est en forêt, les 5 espèces de pics, pics noirs, pics verts, qui nidifient ici. J'aimerais bien en voir un. Alors, c'est pas facile à voir parce que comme ça vit dans les arbres, déjà en canoë, c'est pas top. Et en plus, c'est un oiseau qui est assez discret. Mais peut-être qu'on pourra l'entendre. Super. En se faisant discret, on peut entendre dans la réserve 146 espèces d'oiseaux qui trouvent ici un écosystème favorable. Tiens, là, on a un coin là où on peut facilement accoster. Les végétaux se plaisent également ici, car en été, ils peuvent venir puiser leur eau et les nutriments dans la nappe phréatique. La chaleur et l'humidité conjuguées aboutissent à cette explosion végétale. Bah dis donc, ton métier c'est aventurier? Pas aventurier, mais quand on aime les bonnes choses, il faut savoir les mériter. Pas faux. Donc tu vois, voilà. Ici, on est sur un des derniers pieds de vigne sauvage, donc Vitis sylvestris, qui est protégé au niveau européen. Et combien il y en a dans la réserve des vignes? Alors dans la réserve, il ne reste plus que 4, une vingtaine en Alsace. Donc tu vois, les réserves naturelles, c'est aussi des conservatoires de biodiversité qui sont bien utiles dans cette période de changement climatique. Le patrimoine de cette forêt alluviale est l'un des plus exceptionnels d'Europe. Et donc voilà. Donc nous voilà arrivés en fait à la confluence entre le Rhin, que tu vas voir ici, et le Vieux-Rhin qu'on a parcouru en canoë. C'est impressionnant. Donc ici, en fait, on a une biodiversité qui va se développer avec des espèces emblématiques, comme la loge de rivière, qui est une espèce protégée au niveau européen. On a la nidification des grèbes qui se met dans les bosquets. Donc c'est vraiment un coin qui est un petit peu particulier dans la réserve. On a du mal à croire qu'on est à 5 km de Strasbourg, là. Oui, tu vois, et juste en face, tu as l'Allemagne, donc, qui avant était une zone de frontière. Donc là, c'est complètement ouvert.
Il y a des gens qui vont aller faire leurs courses là-bas. Moi, franchement, je préfère rester là. C'est vraiment un coin magnifique où je peux me ressourcer. Eh ben, je te comprends bien. Notre voyage se poursuit au sud de l'Alsace, sur cette route des vins qui serpente à travers les grands crus. Ici, les vignobles sont les écrins des villages. C'est aussi le petit royaume de Margot Jung. Elle a été sacrée reine des vins en 2018. Donc moi, j'ai eu la chance de passer toute ma jeunesse dans ce cadre idéal, entourée de vignes. Donc c'était un vrai bonheur. Mes parents et toute ma famille sont vignerons. Aujourd'hui, je suis responsable no-tourisme sur un domaine viticole à Ribeauvillé. Et ce que j'aime dans l'Alsace, c'est cette diversité, cette richesse. C'est un bonheur à chaque fois pour nos papilles, pour nos yeux. On découvre plein de choses, les gens sont passionnants. Donc j'adore. Margot souhaite d'abord nous faire partager son enthousiasme pour sa ville natale, Ribeauvillé. Elle s'y promène en compagnie de Bernard Schwab, le mémorialiste des lieux. Au même titre que Rigvir, au Kaisersberg, Ribeauvillé est l'une des plus belles bourgades d'Alsace. Ses ruelles, bordées de maisons à pans de bois, ont conservé tout leur caractère médiéval et Renaissance. Alors moi, ce que j'aime énormément dans nos villages alsaciens, c'est la mosaïque de couleurs qu'on a sur toutes les façades. Oui, mais tu sais que dans les temps anciens, il n'y avait que 2 couleurs dans nos villages. Lesquelles? Ben, le bleu, pour les catholiques, c'est la couleur de la Vierge. Et le rouge, pour les protestants, qui a été réalisé à partir du sang de bœuf. D'accord, donc 2 couleurs et aujourd'hui une mosaïque. Un arc-en-ciel de couleurs. Un arc-en-ciel, exactement. La ville a connu aussi une explosion de notes. Car elle est au Moyen-Âge le refuge des ménétriers, ces musiciens que les Alsaciens appellent pfiffer. On raconte qu'un seigneur de la cité aurait donné un jour une pièce à un ménétrier qui avait cassé son instrument. Tout joueur de musique en Alsace doit alors être membre de cette corporation pour être protégé par la famille des seigneurs de Ribeauvillé. Les ménétriers y ont aussi leur maison, une splendeur ornée d'un magnifique oriel de bois. Et on leur accorde même une fête qui sert d'exutoire. Elle s'appelle le Pfeifertag et a pour épicentre la place de l'hôtel de ville. Tu reconnais cette fontaine? Ah, cette fontaine, elle est magique. C'est ma préférée. Ben oui, elle est magique parce que chaque année, au Pfiffertag, l'eau se transforme en vin. Le premier dimanche du mois de septembre. C'est pas magnifique, ça? Ah ben écoute, il y a un monde fou qui vient boire. Eh oui. Mais alors, quelle est la tradition qui se cache là derrière? Oh, cette tradition remonte au Moyen-Âge. Lorsque le seigneur offrait à toute la population le pain et le vin le jour du Pfiffertag. Donc c'est une tradition où ils étaient très généreux à l'époque. Et heureusement, on a gardé la tradition. Mais Alors. bien sûr. Et ça perdure. Une autre confrérie à son importance à Ribeauvillé, c'est celle des bouchers qui, en cas d'attaque, sont chargés de défendre la ville depuis une tour de guet. Regarde, la tour des bouchers, c'est l'une des 7 tours de la ville. Hein. Et alors pourquoi on l'avait appelée la tour des bouchers? Parce qu'à côté, il y avait des abattoirs, c'est tout, aussi simple. Tout simplement. Oui. Alors, la tour des bouchers, c'était le symbole de la puissance des seigneurs dans la cité. Mais regarde là-haut, la vraie puissance des seigneurs, bah, c'était des châteaux. Nos 3 châteaux. Mais oui, si t'as envie, on va y aller. Bah c'est parti. C'est On y parti. va. Au-dessus des vignobles de Ribeauvillé s'élèvent 3 magnifiques ruines de châteaux, comme 3 guetteurs perchés sur ce site occupé par l'homme dès la préhistoire. Au centre, le château de Grand Ribaupierre, plus connu sous le nom de château de Saint-Ulrich, contrôlait autrefois la route stratégique reliant la plaine d'Alsace à la Lorraine. Construit au XIe siècle, il sert aussi de tour de guet pour alerter les Ribouvillois des incendies de forêt. Dis-moi Bernard, on vient de faire une sacrée trotte là, Eh ça se oui. mérite de monter au château? On a monté de 300 mètres avec un dénivelé impressionnant. Hein. Oui.
Et alors du coup, c'est un petit peu les châteaux emblématiques de Ribeauvillé? Oui, et c'était les châteaux des seigneurs de Ribeaupierre, les seigneurs les plus puissants d'Alsace à l'époque du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution. Au Moyen-Âge, les seigneurs de Ribeaupierre ont mission de protection des populations chrétiennes. Pour cela, ils doivent mener des guerres lointaines. Alors, quelque chose de caractéristique ici, c'est la fenêtre romane ici. Au-dessus, il y a un palmier stylisé qui était réservé aux seigneurs qui ont participé aux croisades. Alors c'était un privilège d'avoir ce symbole. C'était inscrit dans la pierre. Revenus des croisades, les seigneurs mènent ici une toute autre vie, bien plus paisible et pacifique. Alors Besta, regarde. La salle des chevaliers, c'est une magnifique salle qui pouvait contenir 200 convives Waouh! qui venaient festoyer ici. Et on a le détail de certaines fêtes où il y avait des repas avec 14, voire 15 plats. Il fallait avoir faim là. Ah oui, il fallait avoir faim. Alors c'est un château princier, c'est un château résidentiel qui n'avait rien à voir avec les châteaux forteresses comme le Haut-Königsbourg, où il n'y avait que 30 personnes. Ici, c'était la fête permanente. C'était grandiose. Un château de prestige. Ouais. Et là, la vue était à chaque fois magnifique. Ah oui, alors les dames se mettaient aux fenêtres pour regarder en bas la cité. Admirer la belle vue. Ah oui, c'était la fin de repas, c'était exceptionnel. Magnifique. Magnifique. Mais les occupants du château se sont un jour lassés de contempler la plaine depuis leur nid d'aigle. Au XVIe siècle, ils font construire à Ribeauvillé une résidence seigneuriale bien plus confortable. Ainsi s'amorce le lent déclin du château de la Montagne. Une petite garnison s'y installe jusqu'à la guerre de 30 ans. La chapelle castrale accueille parfois quelques pèlerins. Et puis plus rien. N'y perdurent que de mauvaises herbes, de vieilles pierres et quelques présences spectrales. Alors ce château, il m'a l'air chargé en histoire. Est-ce que tu aurais des légendes à nous raconter? Oui, la légende de la Dame Blanche. La fameuse Dame Blanche. Alors c'est l'histoire d'une jeune fille noble du seigneur de Ribeaupierre qui était amoureuse d'un petit comte local. Et malheureusement, son père n'était pas d'accord que cette fille épouse ce jeune homme. De désespoir, elle se suicide en se jetant dans un étang. Et puis donc, à chaque nouvelle lune, on prétend qu'elle revient ici, errer dans le château, et aux 12 coups de minuit, elle réapparaît et fait 12 fois le tour du château. C'est un petit peu nos Roméo et Juliette à Ribeauvillé. Absolument. Au-delà du château de Saint-Ulrich, se dresse le Tenchel, un sommet du massif des Vosges, où légende et paganisme se confondent pour en perpétuer le mystère. Aujourd'hui, Margot a décidé de gravir ce mont avec Hugo Herbin, un guide expérimenté. Pour l'instant, l'ascension est des plus bucoliques dans cette forêt de sapins et de hêtres, où l'on est bercé par le chant des oiseaux des bois. Le Tenchel est un magnifique lieu de promenade. Ici, les siècles ont formé de véritables sculptures minérales. Alors tu vois Margot, on arrive ici au niveau des affleurements de grès. Ça fait une sacrée épaisseur puisqu'on a à peu près 180 mètres d'épaisseur sur le Tenchel. Waouh, beaucoup. Ça fait beaucoup effectivement, tout comme l'âge de cette roche qui est plus de 250 millions d'années. C'était du sable et ça s'est consolidé au fur et à mesure sous différents climats. Pour devenir ces roches-là, quoi. Pour devenir ces roches-là. Ok. Et donc ça, c'est bien le grès qu'on utilisait pour les constructions à Ribeauvillé? Tout à fait. Donc c'est une pierre qui est très facile à tailler, qui a été utilisée dans les habitations environnantes. Et donc nous, on va voir donc les rochers qui ont été également facilement sculptés par l'érosion. Ok, bah c'est parti, on y va. Allons-y. Plus on monte, plus les formes se complexifient et le lieu se charge de magie. Les druides celtes en auraient fait un sanctuaire où ils célébraient le culte du soleil, du vent et des pierres. Ah mais c'est magnifique là. Oui, c'est le rocher des géants. Alors là, j'imagine que le nom est dû à la taille des rochers. Et les géants auraient très bien pu prendre un repas effectivement sur ces grands rochers. Bah pourquoi pas. Aujourd'hui, sur ces rochers mystérieux, il est fréquent d'y croiser des magnétiseurs munis de leurs pendules.
Mais j'ai l'impression que ça reste quand même assez mystique comme endroit, avec des énergies assez fortes. Oui, totalement. Bah, regardez, cette dame utilise un pendule Ah ouais. pour voir un petit peu les courants d'énergie qui circulent dans le rocher et en dessous. D'accord, donc il y a vraiment encore beaucoup d'énergie bien présente pour ceux qui arrivent à les ressentir. Le pendule doit aider beaucoup, j'imagine. Oui, exactement. Le site est réputé être un haut lieu du cosmotellurisme. Super, on va faire le plein d'énergie alors. C'est parti. C'est parti. Les magnétiseurs prétendent que ces ondes cosmotelluriques remontent du noyau terrestre et filent jusqu'aux cieux. Les champs magnétiques atteindraient ici des concentrations records, ce qui fait du Tenchel l'un des terrains vibratoires les plus puissants d'Europe. Alors ici, on est au Rocher des Reptiles. Quand tu regardes la forme de ces rochers, on peut imaginer des sauriens tout droit sortis du Carbonifère. Alors il y a une petite anecdote qui se rapporte à ce rocher, puisque c'est une pierre branlante. Et je crois la connaître. Oui. Je crois que c'était un test pour voir si les femmes étaient fidèles à leur mari. Oui, exactement. On procédait à ce qu'on appelle l'ordalie au Moyen-Âge. L'ordalie. C'était le jugement de Dieu. On faisait donc monter les femmes qui avaient commis un adultère en fait, sur des pierres branlantes. Si le rocher bougeait, eh bien, elles étaient épargnées. Et si le rocher ne bougeait pas, elles étaient précipitées dans le vide. C'est que l'adultère était avéré. Oui, c'était ça au Moyen-Âge. Mais tu peux quand même essayer. Oui. Je t'invite à monter sur ce rocher et de trouver le point de déséquilibre. J'espère ne pas tomber du coup. Voilà, et maintenant il faut trouver le point de déséquilibre. Bon, on va aller vers le bord du coup. J'ai le droit? Oui, ouais. Voilà, ça bouge bien là. Bon, Ouais. ça bouge? Ouais. Parfait. Ouais, je crois que t'es épargné du Je peux châtiment. rentrer tranquillement, tout va bien. Alors, tu as échappé à ça. Tu vas voir, ça descend une bonne vingtaine de mètres. Le fameux précipice. C'est ça. Pas trop de chance de s'en sortir là. J'ai eu de la chance, je crois. Ouais. En attendant, on a une splendide vue. Ouais, c'est magnifique. Et avec le temps qu'on a aujourd'hui, je crois qu'on a vraiment eu beaucoup de chance. Oui, t'as eu de la chance. Ces massifs des Vosges ont connu des jours plus terribles pendant la Première Guerre mondiale. À cette époque, l'Alsace était une province perdue, annexée à l'Empire allemand. Pendant tout l'été de 1915, l'armée française tente de prendre d'assaut les positions allemandes. Un siècle après, le col du Linge a conservé la mémoire de ces affrontements meurtriers. Ils sont encore très présents chez Laurent Beaulieu, un passionné de l'histoire militaire. Il entraîne Margot dans ce lieu de mémoire douloureusement préservé, comme le serait une cicatrice sur un visage. Alors là, on est dans un décor assez impressionnant. J'ai l'impression d'être au plein milieu du champ de bataille. Bah écoute, Margot, tu crois pas si bien dire parce que il y a la tranchée allemande, tu vois, qui est en dur avec des pierres maçonnées. Bien solide. Voilà, tu as des plaques de blindage, des créneaux de tir. Et là, à peine distante de 10 mètres, tu as la tranchée française. Et c'est assez impressionnant ces différences entre les deux. Là, vraiment, côté allemand, c'est très solide. Par contre, côté français, c'est limite, on ne le voit plus. Bah oui, mais c'est normal, c'est dû à la doctrine française. Les Français, c'est l'offensive à tout prix. Il faut savoir qu'on était en terre allemande. Donc les Allemands, eux, ils sont en terre d'empire. Ils veulent absolument pas que les Français avancent. Ils veulent garder leur place. Et donc les Français attaquent ici, dans un lieu improbable. Il n'y a rien de stratégique. Et en même temps, la doctrine de l'époque, qui tient les hauts, tient les bas, c'était de descendre sur la plaine d'Alsace et reconquérir l'Alsace. Voilà, c'est ça la doctrine. Prendre le plus de place possible. Voilà. Et c'est aussi avoir une vision, dans un premier temps, sur ce qui se passe sur l'arrière du front, car les villages alsaciens et les villes alsaciennes étaient les villes du front. Forcément, d'en haut, on voit tout. Voilà. On va se mettre dans la peau d'un soldat allemand. Voilà, exactement. Alors ça m'a l'air super étroit et pas très haut. Bah oui, mais c'est normal. Regarde, ils ont utilisé la pierre. Pourquoi c'est étroit? C'est la pierre d'origine. Là, en face, ils ont créé une maçonnerie. Et pourquoi c'est très bas? Parce que les choses qui étaient en haut en bois et en sac de sable ont disparu. Il y avait sûrement un rondin de bois, un sac à terre, un bouclier de tranchée. Donc c'est des choses, des structures qui ont disparu avec le temps. Et il subsiste juste la pierre et le béton. Donc c'était bien plus haut à l'époque. Mais oui. Et il faut aussi savoir que le sol avait sûrement été creusé avec des caillebotis qui empêchaient d'avoir de l'eau dans les pieds. Voilà, ceci explique cela. D'accord.
Cette bataille du linge a été l'un des combats les plus meurtriers entre l'Empire allemand et la France. En à peine 3 mois, les affrontements font plus de 17 000 victimes, dont 10 000 du côté français. Mais dis-moi, il y a vraiment des zigzags de partout? Ah oui, c'est normal, parce que les chicanes, c'était fait pour éviter le tir en enfilade, tu vois. Sinon, avec un seul soldat, il pouvait en tuer 5 d'un coup dans ligne droite. Donc à chaque tournant, c'était vraiment l'effet de surprise. On ne savait pas ce qui allait nous arriver. Exact, ça faisait d'ailleurs partie du système de défense de la tranchée. Très réfléchi. À l'automne 1915, le front se fige et s'ensuit jusqu'à l'armistice une guerre de position et d'usure. On a quand même une vue qui est magnifique ici. Ouais. Alors ce que tu vois, Margot, là, c'est la ligne de crête. Cette ligne de crête correspondait historiquement à la frontière de 1870-71. Par-delà cette ligne, c'était le sol français. Et là, donc, nous sommes en Allemagne. Et alors, Laurent, toi, comment ça se fait que tu es passionné par ça? Écoute, quand tu vois cette vallée de Kaisersberg, les hauteurs, tu peux tomber que amoureux, non? Je suis d'accord. Et moi, pourquoi je m'intéresse à l'histoire? C'est que j'ai déjà une histoire assez atypique au niveau de mes générations. Sur 4 générations d'Alsaciens, je suis le premier à être né français. Mon arrière-grand-père était né en 1871. Allemand? Mon grand-père est né en 1907. Toujours allemand? Et mon père en 1944 dans l'Alsace annexée. Je suis donc le premier Alsacien à être né français. Donc tu vois, quand on parle de l'Alsace, est-ce qu'on est français, est-ce qu'on est allemand? Ça mérite d'être posé comme question, non? Donc, le plus simple, c'est de répondre qu'on est alsacien. Et c'est exactement ce que je leur réponds. T'as bien raison. Après les conflits, l'Alsace a connu des périodes de disette où il fallait faire preuve d'imagination pour nourrir les membres du foyer. Margot se rend dans le beau village de Kaisersberg pour rencontrer un meilleur ouvrier de France. Au sein de son restaurant, Olivier Nasty élabore habituellement une cuisine 2 étoiles. Un peu de semoule de blé, t'as fait combien? 500 grammes là? 1 kilo. Aujourd'hui, il va préparer spécialement pour nous un menu tout simple, constitué d'un bouillon de bœuf, la soupe riveleux et en plat principal, des spätzle accompagnés de compote de pommes. Ce qui était autrefois le repas du pauvre nécessite seulement de la farine, des œufs et des pommes. Alors, elle te vient d'où cette recette? Je vois mon épouse faire ça pour les enfants le soir. Quand elle est pressée, elle fait la rive à la soupe avec les enfants, ils adorent ça. Ouais. Elle a eu cette recette de sa maman de sa maman, tu vois, c'est des choses. De famille. Voilà, c'est des choses de famille. Donc là, on prépare la pâte qu'on va ensuite mettre dans le bouillon. Donc, il faut que tu me dises si j'ai le bon coup de main. Il faut que tu... Voilà, tu vois, tu vas lisser un peu, t'en prends un petit peu, tu comme lisses. Comme ça, voilà, j'avance super. Et ça tombe c'est presque tout seul. Bien. Voilà. Tu t'adoses, tu t'appuies à la cocotte et tu fais tourner ta pâte. Tu vois comme elle tourne. Elle a besoin de devenir élastique, la pâte. Et ensuite, elle tombe toute seule. OK. Allez, hop. Voilà, c'est ça. Voilà. Parfait. OK. Allez, viens, on continue. C'est assez élastique, hein? Ah oui, oui. Je te laisse faire. Je prends le coup de main, là, quand même. Elle est prête à être mariée. Donc c'est super bon et puis c'est ludique. C'est pour ça que ça plaît aux enfants. C'est ça. On pourrait croire que c'est ma femme qui les a fait. Maintenant, le beurre. Les spätzle sont ensuite sautés et dorés au beurre. Elles seront accompagnées d'un peu de compote de pommes. Pour faire la soupe, Olivier ajoute dans le bouillon de cuisson des œufs, de la farine et du maggi. Cette herbe des montagnes donne un goût de céleri. Ah, la fameuse soupe. La fameuse. Moi, ça donne vraiment envie. Voilà. On va goûter ça. Ça sent le maggi, c'est incroyable. Ah, c'est excellent. Et on a juste mis de la farine et un œuf là-dedans, comme c'est bon. Tu sais, les familles paysannes qui exploitaient des terres n'avaient pas les moyens de manger de la viande matin, midi et soir, et surtout après-guerre et tout ça. Donc ça faisait des repas, ça faisait l'ensemble d'un repas. Un bon bouillon. Tiens, regarde, ils ont l'air pas mauvais quand même. Hein. Ah ouais, ils sont magnifiques et ils ont pris de belles couleurs, là. Allez, va. Ils vont être tout croustillants. Alors, le mariage sucré-salé, c'est super bon. Magnifique. Il y a tout, là. Ouais, c'est l'histoire. C'est l'histoire de... T'as un peu la mémoire de l'Alsace, un peu tout, c'est vrai. Dans l'assiette. L'Alsace a ses traditions culinaires, mais elle a aussi sur ses cimes un animal qui la symbolise. La cigogne blanche,
elle avait quasiment disparu du paysage à la fin du siècle dernier. La faute à des changements de pratiques agricoles et à des sécheresses en Afrique. Ces migrateurs partaient mais ne revenaient plus. Margot se rend à Unavir où on tente de réintroduire et préserver la cigogne blanche. Anthony Chuet est le directeur adjoint de ce parc qui a pour vocation de faire découvrir au public les espèces menacées d'Alsace. Tu prends un peu de hauteur pour admirer les cigognes? Oui, non, pas pour observer les cigognes, mais plus pour regarder un petit peu ce qu'on va devoir tailler dans les prochains temps. Il y a beaucoup de saules ici au parc. C'est joli, ça pousse vite, mais ça, c'est aussi un inconvénient pour les cigognes. C'est que les nids, très rapidement, ils vont être ensevelis. On les verra plus. On les verra plus, donc on est quand même obligé de couper régulièrement. Donc là, en temps normal, il y a beaucoup de nids. Oui, 55. On en a compté 55 au début du printemps. Mais si tu veux, ce que je te propose, c'est que tu viennes avec moi, puisqu'il va y avoir un petit nourrissage qui va avoir lieu dans un instant. Et donc, on va pouvoir les voir d'un petit peu plus près. C'est l'heure du casse-croûte. Allez, Margot, tu peux y aller. Vas-y, suis-moi. On va se rapprocher un petit peu d'elle. Pour repeupler l'espèce, on a sédentarisé 200 cigognes sous volière. En 3 ans, elles ont ainsi perdu leur instinct migratoire, se sont reproduites et ont donné naissance à une nouvelle population de cigognes. Voilà, il y a des jolis vols, passe au-dessus de nous. Et qu'est-ce qu'elles mangent? C'est de la viande, un mélange de viande hachée. Du haché. Ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est la baston. Ça fait pas mal, ça? Il ne faut pas qu'une autre cigogne se rapproche un Pas petit peu. rentrer dans cette zone, sinon... Non. Distanciation sociale aussi chez les cigognes. Si jamais elles s'approchent un petit peu trop, tac, c'est le coup de bec qui part C'est le coup de bec, ouais. direct. Allez, cigogne. Donc en fait, toi, celles-ci, ce sont donc les dernières cigognes qui nous restent ici à cette saison, parce que la migration est maintenant quasiment sur la fin. Terminée. Et toutes les migrantes sont parties en migration pour la plupart. Donc celles-ci, elles vont rester pour tout l'hiver, elles bougent plus. Oui, elles vont rester ici parce qu'on dit que ce sont des cigognes qui sont sédentaires, donc elles ont perdu leur instinct de migration. Ça a été le principe en fait de la réintroduction de la cigogne. On a ôté l'instinct migratoire de la cigogne pour pouvoir la réintroduire. On voulait retrouver ce symbole de la région, c'est un symbole fort. Ouais. On ne peut pas imaginer que pour les Alsaciens, que cet oiseau disparaisse, parce que c'était quand même, c'était l'Alsace, c'était le peuple alsacien. Il n'y en avait pas d'autres, il n'y avait pas d'autres populations ailleurs, en France tout du moins. Et c'est pour cela que il y a ce programme de réintroduction qui a été mené pour espérer assister à son retour. Donc aujourd'hui, il est fini, c'est terminé. C'est terminé maintenant parce que la population de cigogne blanche n'est plus menacée. On a une population qui est maintenant de 1000 couples, alors qu'au début de l'opération, on était à moins de 10 couples. Génial. Ça a bien marché. Ouais, magnifique. Il aurait manqué quelque chose finalement. C'est ça. Ça fait partie du paysage. Nous quittons la plaine d'Alsace pour terminer notre voyage tout au nord, là où la forêt de Haguenau césure le paysage. Ce territoire frontalier, aujourd'hui paisible, a été le théâtre d'une histoire mouvementée avec l'Allemagne. À Haguenau, nous retrouvons Maryvonne Léonard. Cette jeune retraitée a enseigné toute sa vie l'histoire dans le lycée où elle a été élève. Ce que j'aime dans cette Alsace du Nord, c'est sa double identité, sa double culture, qu'on peut lire dans ses paysages, dans son architecture, dans son histoire. Et j'éprouve toujours un grand plaisir à la visiter et bien sûr à la faire découvrir. La professeure d'histoire se dirige vers l'un des hauts lieux de la ligne Maginot, ce système de défense militaire qui traverse l'Alsace du nord au sud. Le fort de Schönenburg en est l'un des fleurons. Sous ce bloc de béton caché au milieu des arbres, s'étend sur plus de 20 hectares un impressionnant système de galeries souterraines. Depuis 40 ans, Marc Alter réhabilite la mémoire des combattants de la ligne Maginot et entretient avec passion ce fort qu'il a contribué à restaurer. Hé Marc, j'étais sûre de te trouver ici, toujours en train de bricoler ton fort.
Il y a toujours de quoi faire. Et puis, pour moi, c'est une longue histoire de famille. Le grand-père, il a travaillé dans la ligne Maginot en 1930. Ouais. Et papa, il était officier dans la ligne Maginot en 1940. Je vais te montrer. On pénètre aujourd'hui par l'entrée des munitions. Un petit train électrique permet de les acheminer et de les ventiler dans la forteresse. Ce patrimoine d'architecture militaire a été décidé et construit en quelques années à partir de 1930. Il fallait vite sécuriser et armer nos frontières avec l'Allemagne avant qu'elle ne se réveille. Et là, on arrive dans la casemate de tir qui protège les entrées. Et c'est quoi une casemate ? Alors une casemate, c'est une unité de tir en béton qui est percée de trous qu'on appelle des créneaux. Et à travers ces trous, on peut tirer à l'extérieur. Alors ici, il y a 2 mitrailleuses qu'on appelle un jumelage. Et on peut alterner avec d'autres armes, un fusil mitrailleur, etc. Et cette grosse pièce-là, en plein milieu, qu'est-ce que c'est ? Alors, ça, c'est un canon anti-char de 47 mm. La particularité, je peux enlever les mitrailleuses et mettre le canon à la place. Entre 39 et 40, les canons de Schonenburg auraient tiré près de 17 000 obus. En retour, le fort détient le record de l'ouvrage le plus bombardé de la ligne Maginot, sans être endommagé. On comprend la robustesse de l'ouvrage en accédant au 2e sous-sol. Qui peut imaginer que ces entrailles gigantesques ont été entièrement creusées à la pioche et à la pelle ? C'est quand même impressionnant, ce dédale de couloir ici, cette espèce de perspective, on ne sait pas où elle va s'arrêter. On est à quelle profondeur là, Marc ? Alors ici, nous sommes à 30 mètres de profondeur. Et pourquoi ? Pourquoi tellement profond ? Alors, pour des raisons de sécurité, à cette profondeur, aucun obus et aucune bombe de cette époque n'arrive à pénétrer aussi profondément. Ce système de galeries nécessite une discipline collective. 630 soldats vivent ici comme dans un sous-marin. On les appelle d'ailleurs des équipages. Coupés du reste du monde, tout a été aménagé pour leur vie quotidienne. Ici, une infirmerie et son bloc opératoire. Là, une chapelle. Sans oublier une cuisine où sont rassemblés les appareils les plus innovants de l'époque, du four électrique à l'éplucheuse à patates. Ça, ce sont les lieux où les soldats pouvaient manger. Ah, il n'y avait pas de réfectoire ? Il n'y a pas de réfectoire général. Ils mangeaient dans le couloir de la place pour 40 soldats. Et là, c'est le pied, c'est le top dans la fortification. C'est la tourelle de canon avec 2 canons de 75. Et pour tirer, il faut soulever 100 tonnes et faire sortir la tourelle de 50 cm de terre. Il faut la faire sortir du sol. Grâce à cette force décuplée, la tourelle peut émerger de son épais logement de béton et d'acier. À l'armistice, ce géant d'Alsace aux capacités surhumaines a cessé le combat sans jamais avoir été vaincu. La terre d'Alsace a toujours été le sujet de toutes les convoitises, et parfois même au sens étymologique du terme. Du côté du village de Suflenheim, la terre contient un bien précieux, l'argile. Marie-Yvonne souhaite faire une étape dans la réserve personnelle de Jean-Louis Ernewein-Haas, un potier de la ville. Voici l'or de Suflenheim, de notre village. C'est de l'or parce qu'en fait, c'est cette argile qui nous a fait connaître à travers les temps. C'est très malléable. Les Romains, ils ont fait des tuiles, des briques, et à Suflenheim, on a fait de la poterie culinaire, donc pour cuisiner. Après, Barberousse nous a donné un droit d'extraction parce que les potiers de Suflenheim ont fait une crèche en argile. Ils lui ont offert cette crèche et lui nous a donné le droit d'extraction dans la forêt sainte de Haguenau. Et depuis, donc, vous pouvez extraire cette argile pour nous pouvons extraire la cette fabrication des moules. Voilà.
Je t'emmène à la poterie? Avec plaisir, allons-y. Depuis Barberousse, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, les potiers de Soufflenheim confectionnent toutes sortes d'objets culinaires et surtout le plus original d'entre eux, le moule à Kouglof. Pâtisserie traditionnelle de l'Alsace. Pas étonnant qu'on en décore son moule d'un autre emblème. L'atelier de poterie de Jean-Louis pourrait ressembler à celui de Gepetto, car comme lui, il part d'une matière qu'il travaille, malaxe, façonne, pour en faire naître autre chose. Depuis 30 générations, la famille de Jean-Louis transmet son savoir-faire de père en fils. Ah oui, on voit déjà qu'il prend forme. Et tu as des doigts de fée. Alors les doigts sont très importants parce que la poterie est très tactile. Il faut savoir l'épaisseur qu'on a pour ne pas arracher. Et puis c'est la rotation qui donne la régularité de la forme. Absolument. Et c'est pour ça qu'on peut tirer, on peut former. À volonté. À volonté. On peut en faire ce qu'on veut. Alors, on coupe. Donc ça, c'est la base. Ça, c'est la base du Kouglof, il est droit. Après, on va mettre un moule ici pour mettre les stries dedans. D'accord. Ah, il faut que tu prennes un support déjà solidifié en partie. Oui, pour mettre les stries, oui. Donc on commence comme ça. On voit déjà les nervures qui arrivent. Oui. Ouais. Ah, tu le fais au doigt? Absolument. Ah oui, en suivant les bien... nervures de l'arrière. Il faut qu'il soit bien imprimé pour qu'à l'intérieur, on voit les stries des Kouglof. On voit déjà le gâteau qui apparaît. Oui, 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 oui. Il faut arriver à le descendre. Voilà. On voit donc maintenant ici l'intérieur du Kouglof qui est vraiment très, très bien imprimé. Quand on voit le moule comme ça, on commence à avoir faim. Exactement. On sent déjà... l'odeur du gâteau qui sort du moule. On a déjà envie de le prendre, de le découper. Et de le manger. Et de le manger. Nous, en Alsace, on est des gourmets, un peu gourmands. Un peu gourmands, c'est vrai. Le Kouglof est depuis longtemps le gâteau des fêtes et des dimanches. Une légende raconte que le gâteau doit sa forme au turban des rois mages. Merci. Avant de poursuivre sa route, Maryvonne le déguste chez une pâtissière réputée de la région, Sophie Logel. Ah, c'est excellent. C'est un plaisir, ce Kouglof, et c'est un plaisir d'être alsacien, rien que pour pouvoir déguster ce Kouglof. On a une très belle gastronomie, plein de spécialités en Alsace, et effectivement, on peut être fiers. Et voici une dernière fierté patrimoniale de l'Alsace. Le coup de cœur de Maryvonne, c'est le château de Fleckenstein, qui émerge comme un vaisseau fantôme au milieu de la luxuriante forêt des Vosges. Ce château du XIIe siècle a longtemps été considéré comme une citadelle imprenable. Maryvonne fait l'ascension en compagnie de Suzanne Gumund-Karcher, guide au château. Comme tu as pu remarquer, ça fait un moment que nous montons. Eh oui. Donc il s'agit bien d'un château de montagne. Et ce qui est typique des châteaux de montagne, non seulement ils sont situés en hauteur, mais en plus on a exploité sur place le maximum de matériaux. Donc ici, on voit très bien le grès des Vosges qu'on retrouve partout, ici. Exactement. Qui donne d'ailleurs à l'ensemble cette couleur rose largement dominante. Voilà. Sculpter ce château dans la roche a été une prouesse. C'était le cadeau offert par l'empereur Barberousse aux barons de Fleckenstein pour les récompenser de leur loyauté. On est ici dans la basse-cour du château, c'est ça? Oui, c'est la basse-cour, avec les animaux conséquents, donc cochons, poules, chevaux, tout ce qu'il fallait. Ouais. Mais à quoi correspondent ces rigoles, ces rainures qu'on voit sur toute la façade? Ah oui, c'est absolument passionnant tout ce que nous raconte ce rocher. Ce sont des canalisations. Le thème de l'eau et de l'approvisionnement en eau est absolument fabuleux. Quand vous habitez tout en haut, comment faire pour avoir de l'eau?
Donc il y a deux solutions. Le puits, c'est chercher l'eau en profondeur. Il y en a un dans une tour. Mais en plus de ça, il y a un système de récupération d'eau de pluie qui tombait sur les toits qu'on ne voit plus. Et après, on pouvait la diriger même jusque dans les jardins. Donc rien n'était perdu. Un défi architectural comme ce château nécessite beaucoup d'autres aménagements pour rendre l'habitat pratique. Un treuil à tambour permet de monter l'eau et les autres fardeaux aux étages. Les escaliers creusés à même la roche donnent accès à des pièces pour le moins inattendues. Donc là, on monte à la cave. Tout à fait, puisque les habitations étaient encore plus hautes, juste au-dessus du rocher. Donc la cave se situait vraiment en hauteur. Oui, pour pouvoir accéder plus facilement du haut où on vivait jusqu'au stock de nourriture. Exactement. Derrière ces murailles, ces tours et ces courtines, les barons de Fleckenstein vécurent ainsi pendant 5 siècles. Dominant les Vosges, ils sont les sentinelles du Saint-Empire romain germanique. Pourquoi ce château a-t-il été détruit? Il a été détruit en 1680 par les troupes de Louis XIV, comme tous les châteaux d'Empire qui étaient une menace pour lui lors de sa conquête de l'Alsace. Aujourd'hui, Fleckenstein est devenu, après le Haut-Königsbourg, le château le plus visité d'Alsace. Merci Suzanne pour toutes ces explications. Il faut que je te l'avoue, je me sens ici comme sur la proue d'un bateau, mais aussi sur une passerelle entre la France et l'Allemagne. Ainsi s'achève notre périple en Alsace. Si les rivalités appartiennent au passé, sa beauté et ses mystères n'ont pas fini d'attirer les regards et comblent tous ceux qui souhaitent l'explorer.